Depuis une vingtaine d'années, une avancée majeure en neurosciences permet de repenser le bien-être équin et de le propulser à un tout autre niveau. Deux expertes en comportement équin, en reconsolidation de la mémoire chez l'animal, mais aussi formatrices en réécriture de la mémoire équine, nous offrent des perspectives captivantes et précieuses sur le sujet. Changeons de trajectoire et embrassons avec nos chevaux un futur plus cohérent, un renouveau. Il est important de toujours évaluer si des causes médicales sont en jeu dans la problématique adressée. Les interventions en reconsolidation thérapeutique de la mémoire doivent toujours être effectuées par des professionnels qualifiés. Bonjour et bienvenue au troisième épisode de ce podcast qui est dédié au désapprentissage chez le cheval. Aujourd'hui, nous vous présentons un sujet très important concernant le bien-être des équidés en conditions de vie domestique. Mais tout d'abord, je me présente. Mon nom est Sandy Letarte. Je suis technicienne équine et fondatrice d'Équin Communication. Et je suis toujours en bonne compagnie de ma collègue Dr. Sophie Côté, psychologue experte en reconsolidation thérapeutique de la mémoire chez l'humain et l'animal, et aussi responsable scientifique du volet neurosciences chez Équin Communication. Bonjour Sophie. Bonjour Sandy, bonjour à tous. Donc, dans cet épisode, nous allons parler de complétion. C'est un terme qui commence à circuler dans le domaine du comportement équin, mais ça fait longtemps que la complétion est connue chez plusieurs espèces animales. Donc, on va aller voir de quoi il en retourne chez le cheval. Mais tout d'abord, nous allons faire un retour sur l'épisode précédent. Au dernier épisode, on a regardé les preuves scientifiques de la reconsolidation de la mémoire dans les études animales et il faut se souvenir que les études sur le rongeur, par exemple, sont tout à fait applicables aux équidés parce que leur système nerveux fonctionne de manière très, très compatible et très, très similaire. Alors, les données scientifiques sont tout à fait applicables au domaine qui nous intéresse. On a regardé la différence entre la reconsolidation de la mémoire et le conditionnement ou tout autre type d'apprentissage. On a vu que ça n'avait pas le même impact dans le cerveau, dans la mémoire. Et on a un petit rappel ici dans la petite bulle. Donc, si on se souvient, quand on a un conditionnement ou un autre type d'apprentissage qui ne recrute pas les étapes de la reconsolidation de la mémoire, mais on se trouve à ajouter des apprentissages dans sa mémoire qui vont automatiquement faire compétition aux apprentissages qui sont derrière les comportements ou les états psychologiques problématiques. On a regardé les étapes du processus de reconsolidation thérapeutique, le PRT, c'est-à-dire aller activer l'apprentissage qui est derrière les comportements ou états psychologiques problématiques dans la mémoire, et puis ensuite guider avec des expériences qu'on va appeler contradictoires, le désapprentissage de ces encodages-là, ces apprentissages-là dans la mémoire. Contradictoire à quoi? Ben, contradictoire à ce que le cheval a appris à anticiper sur son environnement. Et on va lui donner des expériences très, très ciblées dans lesquelles son expérience ne se produit pas comme son schéma l'avait anticipé. Et finalement, on avait décortiqué ensemble un exemple de difficulté d'approche. Oui, nous avons présenté une vidéo dans laquelle j'intervenais pour résoudre un schéma problématique d'approche. Et dans la première rencontre, on a pu observer des interventions du processus de reconsolidation thérapeutique. Et 2 jours plus tard, nous avons procédé à la vérification de la transformation de la difficulté d'approche avec la propriétaire qui a pu approcher son cheval du premier coup, alors que ça lui prenait auparavant une quarantaine de minutes pour approcher son cheval, et ce, depuis une dizaine d'années. Tout à fait.
Alors, allons maintenant dans le vif du sujet de notre épisode. La complétion, c'est quoi? Discutons de ça. Premièrement, c'est une expérience dans laquelle un équidé trouve ou retrouve l'accès à ses comportements naturels de défense ou de fuite, toujours en réponse à un stimulus ou à une situation. Un premier exemple, ben, ce serait un équidé qui fuit en étant pourchassé par un prédateur. Et quand on peut aller au bout du comportement de fuite ou d'attaque, eh bien, les biologistes, depuis de nombreuses années, ont observé dans différentes parties du monde avec différentes espèces, dont des cervidés, que ça protège l'animal du trauma. Donc, il ne développe pas de stress post-traumatique, même après avoir échappé à la mort de très près ou avoir été blessé, s'il peut aller au bout de ses complétions de réponse de fuite ou d'attaque. Et on va regarder un exemple assez frappant de ça. C'est l'exemple d'un ours polaire qui va être euh, capturé par justement ces biologistes qui, pour être simplement mesuré, étudié, et qui va être endormi en pleine réponse de fuite. Et donc empêché de faire sur le coup sa complétion, mais va finir sa complétion par la suite. La qualité n'est pas extraordinaire, mais ça nous permet de vraiment bien voir. Donc, vous voyez au centre notre ours polaire qui est poursuivi par l'hélicoptère. On voit dans sa réponse de fuite. Et maintenant, dans la If you watch that animal after he finishes convulsing, you'll see, because he's aware of the fact that we're all around him, and it's a very stressful experience for an animal like a polar bear. After he settles down, and then he'll start doing a couple of deep breaths, and then he'll breathe really nicely, and it'll really... Now look, here he goes. See how he's breathing there now? You can see, so that even though it looks a little unpleasant to look at him convulsing like that, in fact, it lets off all that stress, and he then is able to relax and sleep the thing off. Alors, si vous regardez bien, on va le repasser au ralenti. Donc, vous avez la réponse de fuite, la course, et dans la mâchoire, vous allez voir la réponse d'attaque qui se complète. Et par la suite, le relâchement du système nerveux avec ses belles respirations abdominales. Et ensuite, l'ours va pouvoir relâcher. Voilà. Une dernière fois, la réponse de fuite et la réponse d'attaque. Un autre exemple, bien, ce serait un équidé qui fuit devant un stimulus stressant. Tout type de stimulus, on a tous vu ça un jour ou l'autre dans toutes sortes de conditions, quand évidemment il n'est pas restreint dans ses mouvements. On va voir ici un troupeau de chevaux sauvages de l'Alberta qui sont poursuivis par un grizzly, rien de moins. Et je vous rassure tout de suite que 2 semaines plus tard, la caméra de surveillance a aperçu le troupeau qui était entier. Donc, personne n'a été blessé dans cet épisode. On comprend avec ces quelques petits exemples-là que la fuite et l'attaque, la complétion des réponses de fuite et d'attaque, c'est un besoin fondamental, biologique, naturel chez les équidés. Mais si c'est le cas, pourquoi est-ce que l'éthologie n'en parle pas, Sandy?
Oui, c'est une bonne question et c'est une question qui est fréquemment posée. Alors, l'éthologie, c'est une science qui est essentielle pour comprendre les comportements de nos chevaux en conditions de vie domestique. Mais il faut garder en tête que l'éthologie s'intéresse à l'expression visible des comportements, même si dans certaines études, on va mesurer la fréquence cardiaque ou le cortisol pour évaluer le stress. Alors que si on veut bien comprendre la complétion, pardon, il faut s'intéresser au système nerveux et là, s'orienter vers les neurosciences. Merci pour cette précision. Alors, on a une petite référence ici, Peter Levine, qui est Mm. très connu, en tout cas du côté de la psychologie, pour une thérapie qui est basée sur la complétion des réponses de fuite et d'attaque. De là, plusieurs thérapies ont repris aussi ces types d'exercices-là, mais on vous donne une référence pour ceux qui seraient curieux d'en savoir plus. Qu'est-ce qui se passe quand un cheval ne peut pas compléter ses réponses de défense ou de fuite? Eh bien, il va montrer des comportements de défense. On parle de ruade, de cabrade, de morsure, de charge, etc. Ce qui est fondamentalement différent, on le comprendra, d'un manque d'éducation. Alors, on va regarder un exemple de ça dans la vidéo suivante et sachez que cette jument-là avait passé tous les examens vétérinaires possibles pour trouver des causes médicales à son comportement et tous les examens vétérinaires s'étaient révélés négatifs. Alors, Et comme tu l'as mentionné, auparavant, on pensait que c'était un manque d'éducation. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on apprenait au cheval des comportements que l'on désirait et on sait maintenant, avec les dernières recherches en neurosciences, que lorsqu'on apprend au cheval des nouveaux apprentissages, eh bien, ça fait simplement ajouter dans la mémoire et non travailler sur un schéma qui serait problématique. Donc, cette jument-là a reçu des interventions de complétion, alors, et aucune, aucun apprentissage là, pour améliorer son éducation. plutôt du désapprentissage, effectivement. Voilà, plutôt Et du désapprentissage. et la propriétaire a fait des apprentissages de son côté et des désapprentissages aussi. Aussi. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un cheval ne peut pas compléter ses réponses de défense? Eh bien, et ça peut créer tout à fait un apprentissage dans sa mémoire émotionnelle. C'est-à-dire que, étant donné qu'il est coincé dans sa situation, pour une raison ou une autre, il n'arrive pas à aller au bout de ses réponses naturelles, biologiques de fuite et d'attaque. Il va devoir trouver par essai-erreur une forme de solution pour éviter ou pour diminuer son inconfort. Et c'est là que les problèmes de comportement émergent. C'est tout à fait ce qu'on voit chez cette jument. Elle cherche, elle a trouvé des façons de minimiser son inconfort en faisant soupape à ses comportements, en essayant de repousser ou de se sortir ou d'écourter l'activité qui lui créait de l'inconfort. Alors, quand on parle d'apprentissage, on parle vraiment du comportement ou de l'état psychologique correspondant qui a été développé par ce processus-là, de se retrouver dans une situation où la complétion n'est pas possible et de devoir trouver une façon de minimiser ou d'éviter l'inconfort ou l'état problématique. Oui, et bien entendu, on ne peut pas ici nommer tous les comportements qui nécessitent là, de la complétion, mais si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire et ça va nous faire plaisir de vous répondre.
Une courte révision sur le système nerveux autonome, simplement pour avoir un vocabulaire commun. C'est intéressant de se souvenir qu'on a un système nerveux sympathique, un système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est celui vraiment qui va créer une activation. C'est lui qui va prédominer dans l'activité du système nerveux pendant la fuite. On voit ici un cheval en pleine fuite dans la première image en haut. Et lorsque la réponse de complétion aboutit, eh bien, cela envoie le signal au système nerveux que la fonction de l'attaque ou de la fuite, la défense ou la fuite, a rempli sa fonction, a été accomplie et que là, on s'est mis en sécurité. Et donc là, le système nerveux ne reste pas à dépenser de la ressource en mode sympathique. Il va pouvoir basculer en mode parasympathique. Et là, ben, si on est en ventrovagal, eh bien, on va avoir le fameux là, rest and digest. À ce moment-là, le cheval va pouvoir basculer dans un état de détente en parasympathique et s'adonner à des activités de détente, d'alimentation, de toilettage avec ses congénères ou même avec l'humain, etc. Donc, on a vraiment cette interaction entre les deux. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand arrive un stimulus qui déclenche une réponse de stress, voire même une alarme qui nécessite à ce moment-là de compléter des réponses de survie comme la défense ou la fuite, ou la fuite, ça peut être les deux, on s'entend. On va mobiliser en mode sympathique l'activation du système nerveux et une fois que le signal de complétion est atteint, bien, à ce moment-là, on cesse de dépenser de la ressource, hein. Le système nerveux est très économe dans son activité. Alors, à ce moment-là, on bascule en parasympathique et on peut avoir accès à d'autres états psychologiques et d'autres activités cohérentes avec ces états psychologiques. On va regarder ce qu'est l'intervention de complétion maintenant. Lorsqu'on veut provoquer les choses à des fins thérapeutiques et de rééducation, je vais te laisser, Sandy, commenter les images que l'on va voir. On a pensé que ce serait mieux de vous montrer ce que c'est avant de vous donner des explications plus détaillées. Alors, allons-y. L'intervention de complétion, c'est un protocole de la réécriture de la mémoire équine qui est composé de différentes phases. Ce protocole a été expérimenté sur une période de 10 ans avant d'être enseigné. Les interventions dans ce protocole déclenchent des comportements naturels que le cheval n'a pas pu vivre dans le passé, soit parce qu'il était restreint dans l'environnement ou contraint par du matériel, par exemple. Et de pouvoir aller au bout de ces comportements de défense ou de fuite, c'est une expérience que le cheval doit vivre pour transformer des schémas problématiques dans sa mémoire qui nécessitent la complétion. À noter que le seuil de tolérance est toujours observé et respecté en tout temps. On a aussi une communication référentielle qui est utilisée en tout temps aussi parce que l'humain doit demeurer une ressource et non une menace. Et comme on peut voir sur l'image, sur cette diapositive, la séance de complétion ou l'intervention de complétion, c'est principalement de l'accompagnement. On ne maintient jamais une allure constante. D'accord? Et ça, c'est vraiment là, important à comprendre. Et si on veut déclencher des comportements naturels chez le cheval, il faut que l'humain soit cohérent pour le déclenchement de ces comportements-là. Donc, un aspect qui est très important, c'est le positionnement par rapport au cheval. Et vous avez un exemple ici.
tiré d'une étude de Temple Grandin qui a contribué au bien-être des bovins par sa multitude de recherches scientifiques et qui a, comme vous voyez ici, apporté des angles spécifiques où l'humain doit se positionner pour créer un déplacement naturel de la vache vers l'avant sans créer de stress. Moi, ce genre de connaissances-là, je l'ai cherché longtemps en éthologie, je ne l'ai jamais trouvé. Donc, par contre, j'avais observé comment les chevaux se positionnaient entre eux pour créer des mouvements vers l'avant, que j'ai reproduit dans le protocole de complétion. Et par la suite, je suis tombée sur cet article-là qui a validé mes observations. Donc, je pense que là, on ne se trompe pas. Donc, je vais te laisser continuer en ce qui concerne le PRT. Étant donné qu'on est dans une intervention avec différentes phases bien déterminées, et qu'on cherche vraiment à activer les réponses naturelles et certaines réponses apprises qu'on peut appeler schémas. On en a parlé au dernier épisode et que l'intervention vise à provoquer, accompagner la réponse naturelle de complétion pour ce qui est de la fuite et de l'attaque, tout en respectant le seuil de tolérance de l'animal en tout temps et en restant cohérent, en restant dans une communication référentielle humain-équidé, on a tous les ingrédients pour réunir rigoureusement les étapes du processus de reconsolidation thérapeutique. Et ça, je l'ai observé dans tous les protocoles de complétion. Je l'ai observé sur des vidéos d'intervention encore et encore et encore. Donc, c'est tout à fait possible de très, très bien identifier avec la démarche d'ingénierie inverse, la démarche scientifique, vraiment que chaque étape du processus de reconsolidation thérapeutique est respectée et incluse dans ce type d'intervention, ce qui veut dire qu'elle a tout à fait le potentiel d'aller réécrire ses apprentissages, de les désapprendre et les réécrire directement dans la mémoire des équidés, plutôt que de se retrouver à rajouter des apprentissages qui vont être en compétition. Alors, c'est la beauté de cette intervention-là. Quelques questions qui reviennent fréquemment sur la complétion. Pourquoi est-ce que l'humain doit s'en mêler? Pourquoi est-ce que l'humain doit intervenir sur la complétion si c'est un comportement que les équidés expriment d'eux-mêmes? Eh bien, je vous inviterai à penser pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un psychologue? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de consulter un massothérapeute, un ostéopathe, un kiné? Pourquoi? Étant donné qu'on a du soutien, on a de l'écoute active, on peut avoir un massage à la maison, eh bien, vous l'avez compris, c'est parce que quand on n'arrive pas à débloquer une situation, on n'arrive pas à résoudre un problème par soi-même, eh bien, on va voir un professionnel et la différence du professionnel, c'est qu'il va être entraîné pour voir des moments clés où il faut soit en mettre un petit peu plus, faire une petite intervention de plus ou ce que j'aime bien dire en formation, prendre à gauche plutôt que prendre à droite à l'intersection. Donc, il y a des moments clés où on va aller guider l'expérience de complétion et c'est là où on va pouvoir basculer dans un effet thérapeutique qui n'arrive pas à aboutir lorsque c'est laissé de manière accidentelle aux expériences qui vont se faire dans le quotidien de l'animal. Alors voilà pourquoi on a besoin de faire ça. Et je pense, Sandy, que tu avais un parallèle avec les personnes qui envoient des équidés là, qui ont des problèmes, des troubles du comportement en grand troupeau en espérant que le troupeau gère et règle le problème. Oui, tout à fait. On peut observer ça, des gens
qui sont devant un cheval qui est problématique, on ne sait pas comment gérer ces problèmes de comportement et qu'on envoie pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans un groupe de chevaux en pensant que les autres chevaux vont régler les schémas problématiques du cheval en question. Généralement, ça ne donne pas les résultats souhaités. Alors, comme tu mentionnais, ça prend un professionnel qui a la formation pour vraiment aller cibler le type d'intervention nécessaire là, pour créer de la transformation là, dans la mémoire. Et c'est ce qu'on fait chez Quin Communication. Donc, l'intervention de complétion, c'est une intervention qui est professionnelle hein, et qui demande un minimum de 6 mois de formation et de supervision très serrée. Et, euh, et ensuite, l'élève a une certification qui doit être renouvelée aux 2 ans. Aussi, eh bien, parce on pourrait se demander si ça stresse les chevaux, mais comme on ne se comporte jamais comme une menace, mais plutôt comme une ressource, l'intervention de complétion ne stresse pas. Donc, on ne crée pas de stress dans ce type d'intervention-là. De plus, les interventions sont toujours faites en cohérence avec le mode de communication du cheval et aussi en respectant son seuil de tolérance. Donc, voilà pourquoi ça prend une formation là, professionnelle pour faire ce type d'intervention. C'est vrai pour toutes les interventions. Lorsqu'on n'a pas les connaissances et la formation nécessaires, on peut se retrouver à stresser les animaux avec l'intervention. On peut se retrouver à empirer la situation. Donc, il faut absolument maîtriser ce type d'intervention-là pour que s'assurer que ce soit thérapeutique. Oui, tout à fait. Maintenant, Mais la complétion, ce n'est pas toujours la solution aussi au comportement problématique qu'on peut rencontrer en conditions de vie domestique. Ça dépend toujours du schéma à transformer parce qu'il y a des schémas problématiques qui ne nécessitent pas de complétion. tout à fait pour se réécrire. Et donc, c'est au cas par cas. Même si l'intervention de complétion est très polyvalente, elle a un grand potentiel thérapeutique et on l'utilise très, très souvent en rééducation, en RME. Il demeure que ça n'a pas ce n'est pas magique et ça ne va pas aller réécrire n'importe quel type d'apprentissage logé dans la mémoire d'un équidé. Et on pourrait du même coup se demander pourquoi il faudrait plus qu'une séance pour que la transformation opère. Pourquoi est-ce que une fuite bien complétée, une attaque bien complétée ou un comportement de défense bien complété ne vient pas à bout? Eh bien, déjà, c'est qu'il peut y avoir plus qu'un schéma à transformer. Et là, a-t-il été activé pendant la séance? Donc, a-t-il été exposé à cette expérience de complétion qu'on a provoquée dans la séance? Il faut pouvoir s'assurer de créer des bonnes conditions pour la transformation et on ne les a pas tout le temps. Il y a des fois, pour différentes raisons, on atteint tout de suite le seuil de tolérance de l'animal. Et là, ben, on n'a pas pu aller pleinement à complétion pour tout ce qui a pu être activé ou simplement l'intensité de ce qui était activé. Alors, on a besoin de respecter le seuil de tolérance et conclure notre séance à ce moment-là de manière très, très rigoureuse. Et puis, après un délai, ben là, on peut reprendre refaire une intervention. Et là, à ce moment-là, généralement, on peut aller un petit peu plus loin. Et là, ben, de séance en séance, on finit par venir à bout de ce qui s'activait dans la mémoire des équidés.
Alors, ça dépend toujours de la nature et du nombre d'encodages qui sont là. Et ça, on le sait quand on commence à intervenir, hein. La mémoire, c'est la boîte noire. Donc, on sait pas ce qu'il y a dedans. C'est vraiment en cours d'intervention. On prend les données au niveau postural, comportemental. On a toutes sortes de données qui nous permettent là, cliniquement d'évaluer ou comment on progresse, quel est l'état de la mémoire du sujet sur lequel on intervient. Et puis, c'est comme ça qu'on se retrouve à faire plusieurs séances pour finir par venir à bout du problème. Alors, j'ai des collègues qui aiment bien dire qu'on ne peut pas aller plus vite que le système nerveux. Et c'est vrai chez l'humain comme chez l'animal. C'est bien dit. Alors, regardons ensemble maintenant ce que ce n'est pas. C'est très, très important de ne pas confondre l'intervention de complétion avec autre chose. Oui, en fait, premièrement, la complétion, ce n'est pas du join-up popularisé par l'Américain Monty Roberts. Il y a une étude qui a été faite avec des chercheurs en Australie, dont vous avez la référence en bas de la diapositive, qui voulait vérifier l'hypothèse que Monty Roberts avançait, c'est-à-dire qu'en faisant ce type de méthodologie, le cheval percevait l'humain en tant que leader. Et lorsque les chercheurs se sont penchés sur cette méthodologie, il s'est avéré que c'était ni plus ni moins qu'un conditionnement par renforcement négatif. Ils ont utilisé une voiture télécommandée dont l'image qui est à l'écran est tirée de cette étude. Ils ont utilisé un conditionnement par renforcement positif au début pour que le cheval suit la voiture pour entrer dans l'environnement où le join-up avait lieu. Et ensuite, ils ont commandé la voiture à faire les mêmes mouvements qu'un humain ferait et avec certains marqueurs, arrêtaient la voiture et bon, voilà, ce n'est qu'un cas de renforcement négatif. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à provoquer les mêmes réactions Oui, chez les équidés que si un humain avait fait l'intervention, mais c'était une voiture téléguidée qui faisait les interventions. Et je crois qu'on a autour du cheval une mesure de rythme cardiaque. Donc, on a même inclus des données physiologiques à cette étude qui est vraiment chouette, vraiment originale. Alors là, vraiment, on ne peut pas parler de relations humains-équidés, étant donné on a tout à fait reproduit les mêmes comportements avec de la technologie. oui, absolument. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le join-up a été fondé sur l'observation d'une séquence comportementale de complétion entre chevaux. Ce qui est arrivé, c'est que Monty Roberts a observé le début de cette séquence-là, mais il n'a pas observé la fin de la séquence comportementale de complétion entre chevaux. Donc, il a dû composer avec ce qu'il connaissait déjà pour terminer sa méthodologie qui est fondée sur une observation Incomplète. qui est incomplète, mais qui était vraiment de la complétion entre chevaux. C'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. Alors, si on continue, l'intervention de complétion n'est pas du renforcement négatif en soi, c'est-à-dire qu'on ne va pas créer un mouvement chez le cheval pour qu'il adopte des comportements de défense ou de fuite en utilisant un renforcement négatif. Et ça, c'est très important, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Si on veut créer un comportement naturel chez le cheval, on doit le demander de façon naturelle aussi. Et par rapport à ça, je suis très sévère avec les élèves en formation pour ne pas que leurs interventions
deviennent du renforcement négatif. Alors, il y a un gros travail de gestuelle, d'angle, plusieurs facteurs à prendre en considération. Donc, on n'utilise jamais de renforcement négatif lors d'une intervention de complétion. Ce n'est pas aussi de faire courir les chevaux pour les fatiguer. Donc, pour les gens qui penseraient peut-être qu'ils font faire de la complétion à leurs chevaux en les faisant courir, par exemple, dans un environnement clôturé à l'aide d'une chambrière, eh bien, oui, ils peuvent faire quelques complétions, quelques comportements qui vont les amener à complétion, mais ça peut aussi les stresser. OK? Et peut-être même créer des schémas problématiques. Donc, ce n'est pas une intervention de complétion que de faire ça, non plus que de longer un cheval. Alors, peut-être que les gens vont observer que leur cheval est plus calme après l'avoir longé et plus facile à monter. Oui, il peut faire un peu de complétion, il peut être fatigué aussi de cet exercice de longe-là, mais ces gens-là vont s'apercevoir qu'il faut toujours longer son cheval pour qu'il soit calme avant de le monter, par exemple. Alors, par définition, ce n'est pas de la complétion. On se souvient que les marqueurs de la transformation dans la mémoire, hein, c'est de n'avoir aucune réactivation, aucune expression, et ce, sans outils ni techniques nécessaires pour avoir ces effets-là ou maintenir les gains. Alors, c'est exactement ce que tu dis. S'il faut longer un cheval pour obtenir le calme pendant la monte ou pour la monte, à ce moment-là, voilà un exemple d'outil ou de technique qui est nécessaire pour maintenir les gains. Allons-y pour les fameuses stéréotypies. Oui, alors comment la complétion peut-elle transformer une stéréotypie? Parce que oui, elle peut transformer une stéréotypie. C'est dans l'histoire de l'éthologie équine, c'est une première, donc c'est une avancée majeure pour le bien-être équin. D'abord, j'aimerais mentionner qu'on va parler ici de stéréotypie qui est exprimée lorsque tous les besoins fondamentaux du cheval sont comblés. Alors, je te laisse continuer, Sophie. Tout à fait. On parlait tout à l'heure de situations qui poussent les équidés à chercher par essai-erreur des façons de minimiser ou d'éviter leur inconfort. Eh bien, les stéréotypies sont un excellent exemple. Voilà un dernier recours pour les équidés pour essayer de réguler l'anxiété ou minimiser un inconfort. Alors, c'est comme ça qu'un schéma de stéréotypie se crée. Et bien entendu qu'on va toujours tenir compte du facteur des besoins fondamentaux. Une stéréotypie, on va considérer qu'on est dans le domaine de la stéréotypie quand on répond aux besoins fondamentaux dans l'environnement et la routine de l'animal, mais que le comportement stéréotypé s'exprime quand même. Alors ça, c'est important d'en tenir compte. Et l'expérience contradictoire de la complétion, eh bien, c'est que, étant donné que le comportement stéréotypé est devenu un dernier et souvent même le seul recours pour pouvoir faire soupape au stress, faire soupape à l'anxiété, eh bien, en provoquant une réponse naturelle de soupape et de retour vers l'homéostasie, de retour au calme, eh bien, on lui permet de retrouver d'autres moyens de réguler son anxiété. C'est une question assez complexe, donc je vais rester en surface de ce sujet-là pour ces explications-là, mais l'important, c'est simplement de se souvenir que ce qui était
vraiment la seule façon, ce qui est devenu avec le temps la seule façon de faire soupape à l'anxiété ou au stress, avec une intervention de complétion dans laquelle on va voir l'expression des comportements stéréotypés apparaître. C'est comme ça qu'on sait qu'on a activé notre apprentissage de stéréotypie. Eh bien là, à ce moment-là, la réponse qu'on va provoquer de complétion ici va créer cette expérience dans laquelle l'équidé va retrouver son accès à d'autres façons plus saines de réguler son anxiété. Alors, dans une stéréotypie comme on voit ici chez cet équidé-là, on pourrait se demander, moi j'ai toujours cette espèce de petit questionnement, pourquoi est-ce qu'il ne suffirait pas de lui ouvrir la porte? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'appeler un professionnel en complétion et puis de guider toute une intervention de complétion quand on pourrait lui donner accès à la fuite tout simplement en ouvrant la porte? Pourquoi est-ce que ce n'est pas aussi simple que ça? Eh bien, comme je viens de le dire, c'est qu'on veut que l'équidé vive une expérience qui est spécifiquement contradictoire pour cet apprentissage-là que euh, faire le comportement stéréotypé est la seule façon de réguler le stress. Alors, si on ne fait qu'ouvrir la porte, on a certes une expérience dans laquelle le stress va pouvoir se réguler, mais on n'a pas toutes les conditions nécessaires pour vraiment couvrir toutes les étapes du PRT jusqu'au bout. C'est exactement le même principe que d'envoyer un cheval en troupeau en espérant que les complétions qui vont se vivre à ce moment-là vont suffire à transformer des schémas spécifiques. On a besoin d'une intervention plus structurée pour pouvoir en venir à bout. Oui, et on en avait parlé dans l'épisode précédent, mais nous avons documenté 19 cas de stéréotypie, autant dans la catégorie des stéréotypies orales que locomotrices. Donc, 5 en tout, qui ont nécessité 3,8 interventions de complétion pour la transformation. Et donc, c'est quand même assez rapide. Là, on disait que tout à l'heure, des fois, ça pouvait prendre plusieurs séances de complétion parce qu'on n'avait pas toutes les conditions réunies où on atteignait le seuil de tolérance du cheval. Mais ça peut être assez rapide aussi, là, en termes de quantité de séances là, nécessaires pour transformer un schéma problématique. Et bien entendu, on a suivi ces chevaux-là jusqu'à 3 ans là, pour vraiment là, vérifier qu'il y avait eu bel et bien transformation dans la mémoire. En conclusion, la complétion répond à un besoin fondamental, naturel chez les équidés. Elle se fait toujours en cohérence avec leur mode de communication en tout temps et c'est notamment ce qui permet d'affirmer que ce n'est pas du conditionnement. C'est une intervention professionnelle, de niveau professionnel, qui demande une certification aux 2 ans et une formation extensive pour pouvoir être efficace. Elle transforme des schémas qui reflètent des comportements de défense et, on ne le dira pas assez, respecte toujours le seuil de tolérance de l'animal. Tout Ce à fait. qui nous amène au prochain épisode. Oui, qui va concerner le seuil de tolérance du cheval, justement. Donc, nous allons vous présenter des marqueurs clairs et observables afin de respecter le seuil de tolérance du cheval. Donc, au moment où on enregistre cet épisode, nous sommes à quelques jours de la période des fêtes. Donc, nous allons prendre une petite pause et nous serons de retour l'année prochaine. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Il y aura une publication pour annoncer quand sera diffusé le 4e épisode. Donc, merci beaucoup, Sophie, pour ces informations
très importante et pertinente hein, pour nos équidés en conditions de vie domestique. Merci beaucoup à toi, Sandy, pour les mêmes raisons. Merci tout le monde. À la prochaine. À la prochaine.